remercier en fait les personnes qui sont intervenues juste avant moi, parce que du coup, elles ont permis d'ouvrir déjà le champ sur lequel je vais intervenir. Mais d'abord, je voulais me présenter. Je suis Myriam et je viens du pôle Nord. Il fait à peu près -1, -2 chez moi en fait, avec de la neige. Et quand je suis arrivée ici, en fait, hier, je suis passée du pôle Nord au tropique. En fait. Je viens de Haute-Loire, en fait, c'est un joli pays. Mais il fait un peu frisquet là en ce moment. Et par ailleurs, en fait, je suis un vaste sujet en fait que je n'ai pas fini d'explorer, mais dans mon identité professionnelle, en fait, je suis psychanalyste, donc certifiée au sein d'IFI. Je suis également psychopraticienne en bioénergie chamanique. Je pratique des accompagnements et des soins en bioénergie chamanique. Je suis géobiologue également. Et par ailleurs, en fait, j'interviens aussi sur les lieux de vie, du coup, pour pouvoir travailler avec la personne et avec le lieu, sa maison extérieure, sa maison intérieure. Et par ailleurs, je suis formatrice au sein d'IFI sur un cursus d'enseignement certifiant spécialisé dans les thérapies psycho-spirituelles. Voilà, j'ai été formée en naturopathie ayurvédique et tout un tas d'autres choses qui m'amènent aujourd'hui là où je suis, à explorer un nouveau champ, un nouvel espace. Voilà. Le sujet que j'ai choisi de traiter, je l'ai intitulé de la façon suivante: notre conscience ordinaire est-elle un état modifié de conscience? Alors pour moi, c'est un sujet qui est fascinant et complexe en même temps. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon, j'y verrai rien. Voilà, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et l'intuition que je ressens, en fait, c'est que notre cheminement d'humain n'en est probablement qu'au balbutiement, ou tout du moins, en tout cas, un passage clé de notre évolution par rapport à cette dimension. Je vais le traiter en toute humilité, à partir de ma propre expérience, à partir de ma pratique, de mes recherches. Et il y a une chose que je peux vous dire, c'est surtout ne me croyez pas sur parole. Faites votre expérience. Voilà, je vais juste vous transmettre en fait ce qui est là, et puis faites-en ce qui est juste pour vous dans l'instant et pour ce qui vient. En tout cas, pour moi, depuis longtemps, c'est un sujet qui m'interroge en fait. Pourquoi on parle d'état modifié de conscience? De quelle conscience on parle en fait au juste? Qu'est-ce qui est modifié? Voilà. Et on a bien vu ce matin en fait dans ce que nous ont présenté Cécile et Emma, en fait, qu'il y a des pratiques diverses. Il y en a d'autres qu'on évoquera sans doute cet après-midi, et puis il y en a des tas d'autres également, qui nous montrent qu'en élargissant notre état de conscience du quotidien, on accède à un champ d'information qui dépasse celui qui est à notre portée d'ordinaire. C'est pour ça que parfois, j'emploie plutôt facilement en fait, l'état élargi de conscience que modifié de conscience, mais bon, c'est une appréciation qui est très personnelle. Certains chercheurs en sciences contemporaines, notamment les sciences quantiques, j'y reviendrai, évoquent de plus en plus que la conscience humaine, elle est bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Et de là, en fait, ils confirment ce que les traditions spirituelles qu'on retrouve dans toutes les cultures, sur tous les continents, ont évoqué depuis des millénaires. L'Ayurveda en fait partie, la voie chamanique en est une autre, etc. Je vais juste donner une citation en fait de Philippe Guillemant, qui est un chercheur qui a été au CNRS, mais qui a travaillé beaucoup sur ces dimensions-là. Il dit notamment dans un de ses derniers ouvrages, Le grand virage de l'humanité, la physique de la conscience montre que grâce au progrès de la physique moderne, une nouvelle vision du monde s'impose en permettant à l'humain de retrouver l'immense potentiel de sa conscience. Dame. Pour moi, en fait, ce sujet, il touche la nature profonde de notre être, la nature profonde aussi de l'univers, une dimension subtile, la dimension, disons-le, spirituelle, qui dépasse la dimension matérielle tout en l'intégrant. Alors, ça pose la question de ce pourquoi nous sommes là et nous invite, à mes yeux en tout cas, sans doute à un changement de paradigme pour tendre vers qui nous sommes vraiment, notre véritable nature. Alors notre société occidentale en particulier sur ce côté-là de la planète, mais qui a eu tendance à s'expanser, et les sciences classiques, elles sont encore très teintées de philosophie cartésienne, et elles mettent encore aujourd'hui souvent l'accent sur la dimension matérialiste de notre être, en l'appréhendant comme une mécanique biologique
complexe dans lequel l'activité neuronale, qu'elle soit ici ou dans notre corps, en fait, générerait la conscience, mais en particulier dans le cerveau. Or, aujourd'hui, en fait, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'observations et d'études cliniques qui nous montrent que la conscience, elle peut fonctionner indépendamment du cerveau et de la matière, et qu'elle peut même perdurer au-delà de la matière et de notre temporalité. On parle des expériences de mort imminente ou, comme certains médecins le nomment, en fait, c'est les expériences proches de la mort, les sorties hors du corps. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est déjà là, qui est présent, qui est immatériel, qui nous anime et qui reste au-delà de notre temporalité et de la matière. Les sciences quantiques et l'épigénétique, en fait, sont en train de démontrer aussi qu'il existe une forme subtile, faut-il parler de forme, ou en tout cas une présence subtile de conscience, la conscience cosmique, l'intelligence cosmique, l'intelligence universelle, à l'œuvre dans l'univers, voilà, qui n'est pas manifestée et pour autant qui est à l'origine de tout ce qui se manifeste, ainsi que les connaissances ancestrales des traditions spirituelles le disent, ça je le disais tout à l'heure. Dans ces théories, en fait, ils démontrent que rien n'est solide, que toute particule vivante est d'abord et avant tout information vibratoire. Elles démontrent que l'information précède la matière et que cette intelligence cosmique véhicule son information par vibration pour prendre forme et se transforme de manière fractale de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors là, je vous emmène dans des sphères, mais on va redescendre. Hein. Mais en même temps, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous dit quelque chose de nous. Hein. C'est la conscience qui informe la matière. La matière est donc la forme densifiée de l'information, donc la matière est donc la forme densifiée de la conscience. Par ailleurs, elle montre que tout est interconnecté à l'échelle de l'univers, jusque dans les plus petites particules du vivant manifesté, puisque les sciences quantiques étudient en fait ce qui n'est pas encore manifesté, ce n'est pas palpable, mais qui est là. Que la matière, elle naît de ce processus en fait de boucle rétroactive, c'est-à-dire qu'il y a une action sur le passé de cette information de la conscience. Du coup, en faisant cette boucle-là, elle se transforme. Ils rejoignent en fait ce que disent les alchimistes, mais ce qu'on retrouve en fait dans la philosophie hermétiste. Hein. Rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, parce que tout a déjà été créé. Voilà. En fait, elles rejoignent les traditions qui évoquent, notamment au travers des textes védiques, voilà, que nous, humains, sommes une part et partie prenante de cette conscience cosmique, que nos pensées, nos états d'âme, notre façon d'agir, d'être, sont autant d'informations vibratoires que nous émettons dans notre univers de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa, qui influencent notre environnement immédiat au plus lointain. Et on le voit bien avec l'épigénétique, qui le démontre en fait avec l'impact de ces informations sur notre ADN. La situation personnelle m'amène en fait à vivre cette expérience-là à l'intérieur de moi, avec humblement en fait. Je suis atteinte d'une maladie dite génétique. Je marchais avec des cannes en fait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il était prévu, en fait, selon les médecins, que je sois sur un fauteuil roulant. Aujourd'hui, je marche sans mes cannes. Alors, je ne me situe pas au-dessus de la masse ni en dessous, juste que cette expérience-là, en fait, permet, en faisant ce travail intérieur, j'y reviendrai, de pouvoir peut-être jouer quelque chose d'autre, voilà, de ces harmoniques intérieures, en fait, pour transformer l'histoire du passé en autre chose. La conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience ? Alors, André Comte-Sponville, en fait, il dit de la conscience que c'est le mot le plus difficile à définir. Tu m'étonnes. Comment la définir sans la réduire ? On voit bien hein, qu'on touche quelque chose qui est impalpable, qui s'inscrit à la fois dans notre espace-temps, notre temporalité, et tout en même temps hors de l'espace-temps, dans lequel les lignes de l'espace et du temps se confondent, dans lequel le temps n'est plus linéaire. On touche quelque chose qui, à la fois, est en nous et nous dépasse. Dans l'étymologie, en fait, conscience, ça vient de conscientas, cum en latin, hein. Cum veut dire avec, scientas ça veut dire connaissance, avec la connaissance. La conscience, c'est la connaissance. On retrouve aussi dans certaines définitions, en tout cas signification de conscience, c'est celui qui sait avec soi-même. Celui qui a une claire connaissance qu'on a au fond de soi-même. C'est intéressant. Quand on sait que dans les textes védiques et qu'on retrouve, même dans la psychanalyse, on le voit bien, en fait, que nous naissons avec toute la connaissance. On porte en nous toute la mémoire de l'univers.
On porte en nous en fait les mémoires de tous les règnes, minéral, végétal, animal, humain, toute l'histoire de l'humanité. On porte en nous toutes les mémoires archétypales de l'humanité. Hein. Nous sommes reliés aux symboles universels qui vont se manifester de manière subtile dans nos rêves, dans les états élargis de conscience dont on a évoqué tout à l'heure un certain nombre d'exemples. On porte aussi toutes les récoltes de ce que notre âme a travaillé en fait dans des incarnations en fait antérieures, des initiations, des mémoires des phénomènes telluriques, cosmiques, astronomiques, tout le champ informationnel cosmique. On retrouve en fait ces dimensions-là dans des travaux de Jung, de Stanislas Grof aussi, qui est un des inventeurs de la respiration holotropique, qui s'inspire beaucoup de respiration qu'on retrouve en Ayurveda ou dans le yoga. Il montre en fait combien en fait on peut avoir accès à ces dimensions-là en fait, de toute cette mémoire qu'on porte à l'intérieur de nous. Ça ne nous positionne pas au-dessus de la mêlée. En revanche, ça nous donne une responsabilité, peut-être la capacité justement d'apporter des réponses. Response-able, capable d'apporter des réponses. Voilà, notre corps en tout cas garde cette mémoire sur le plan physiologique et subtil. Tout est engrammé dans les parties, les plans les plus denses, les plus subtils de notre corps, de nos corps. Alors c'est vrai que l'approche matérialiste dans laquelle on baigne encore occulte et nous coupe de dimensions plus subtiles qui ne sont pas forcément palpables avec nos organes sensoriels physiques, de notre être, mais aussi de tout ce qui nous entoure. En même temps, moi, ça me renvoie aussi à ce qui se joue à l'intérieur de chacun de nous, dans notre conscience ordinaire, notre niveau de conscience ordinaire. De quoi sommes-nous coupés, en fait? Pour moi, en fait, ça nous évince en fait, de cette dimension spirituelle qu'on porte en nous, dans notre univers et dans notre psychisme. On a oublié, mais peut-être de moins en moins, que nous sommes des êtres spirituels qui faisons l'expérience de la vie humaine, de l'ombre et de la lumière, de la matière. Voilà, je vous renvoie à ce que disait Teilhard de Chardin, il le formule de cette façon. Nous ne sommes pas des êtres humains qui expérimentent la spiritualité, nous sommes des êtres spirituels qui expérimentent l'humanité. On retrouve ça dans les traditions dans différents continents où, au cœur même de nous-mêmes, nous portons en fait la divinité qui est reliée au tout. Ça nous renvoie à la multidimensionnalité de notre être. Corps, âme, esprit. Alors, on m'avait fait un dessin, je ne sais pas si vous allez le voir, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Je vais le dessiner entièrement. Voilà. Il faut imaginer que c'est en 3D et que nous sommes en fait une forme symbolique. Et voilà. Il y a un truc comme ça qui se passe. Voilà. Voilà. Puis là au-dessus on a la source. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un dessin en fait, une forme géométrique qui reprend en fait des formes géométriques qu'on retrouve. Vous m'entendez que je me suis éloignée un peu de ceux qui sont là. Ouais, ça marche. Qu'on retrouve aussi dans la symbolique en fait de la Kabbale hébraïque. On a vu tout à l'heure que la conscience en fait se transforme de manière fractale. Pour descendre en fait, elle va descendre à travers différentes dimensions, différentes formes, de la source vers l'esprit, l'esprit vers l'âme, supérieure, inférieure, connectée à l'esprit ou connectée en fait aux émotions, dans le corps, jusque dans la matière, de manière fractale. Je vous fais ce dessin-là pour vous représenter en fait finalement à quoi on ressemble. Nous sommes multidimensionnels.
là, c'est un schéma. On imagine bien que rien qu'en faisant ce schéma-là, on réduit déjà en fait l'information, mais ça donne une idée. On a besoin aussi pour avoir un espace où on puisse en fait s'orienter. On est constitué d'un corps qui a plusieurs dimensions. Dominique utilise souvent ça en fait. Corps, ça vient du latin corpus. En français, ça s'écrit avec un S. En anglais aussi, corps, on le dit, hein, S. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un corps, il y en a plusieurs. Il y a des dimensions subtiles qui vont correspondre à différents plans de conscience qui sont autant de fréquences vibratoires, des plus basses aux plus élevées. Nous sommes bien plus vastes qu'on ne l'imagine. Dit en d'autres mots, en fait, c'est l'esprit qui prend forme dans l'âme, qui prend chair dans le corps. Le corps, c'est le véhicule de l'âme qui elle-même est le véhicule de l'esprit. Finalement, on est peut-être une étincelle de la conscience qui demande à s'incarner et à faire l'expérience d'elle-même à travers ce que nous sommes, notre humanité, mais aussi tous les êtres vivants. Là, on est avec les êtres humains, puis les êtres de ce lieu. Didier Anzieux, en fait, qui est un psychanalyste, a écrit en fait dans un de ses ouvrages Le Penser, du moi-pot au moi-pensant. Il disait au départ, au centre, existerait un soi psychique primaire inné, non encore investi en fait par l'énergie libidinale, hein, reliée à la sexualité au sens large, l'énergie de vie, l'énergie d'amour, non encore structurée, mais dotée de sentiments d'illimité et d'unicité, sur lequel viennent se construire le moi-corps, voilà, les différentes couches psychiques dans lesquelles on s'inscrit. Alors, la conscience ordinaire dans tout ça, et la réalité ordinaire. Finalement, on en a parlé un peu ce matin, hein, la conscience ordinaire, c'est celle des perceptions que nous construisons pour nous maintenir en conformité avec le groupe, l'espace-temps auquel nous nous référons, auquel nous sommes identifiés. Finalement, notre réalité, la réalité, n'est de ce fait qu'une construction à partir de nos représentations inconscientes de nous-mêmes, du monde, à partir des informations que nous avons grammées dès le ventre intra-utérin. C'est comme un réflexe en fait de conditionnement. À la fois, c'est sécure et à la fois, ça peut aussi nous enfermer. Et du coup, quand il y a une variation par rapport en fait à ces perceptions, ça va être du coup appréhendé, et c'est Georges Lapassade qui le dit en fait de cette façon-là, comme un état modifié de conscience par rapport à l'ordinaire. Pourtant, il y a d'autres perceptions, d'autres conceptions de la réalité. Pour les Chouars, alors je ne sais pas si le mot se prononce de cette façon-là, en tout cas c'est un peuple d'Indiens, en fait, d'Amérindiens, de la forêt amazonienne, qui pense en fait que la réalité ordinaire est mensongère, que la vraie réalité, elle se trouve ailleurs, elle se trouve en fait là où évoluent les âmes des ancêtres, les Arutam, là où règne l'esprit du grand tout. Voilà, et en fait cet esprit s'adresse à eux dans les rêves, dans les états élargis de conscience que procurent notamment les plantes, parce qu'en Amazonie, en fait, pour faire cette bascule, on va utiliser les plantes. Le tambour, en fait, il fait tellement chaud et humide que ça ne marcherait pas. En Sibérie, c'est autre chose. Voilà, grâce à elle et grâce à l'intercession du coup du chaman, ils vont parvenir à décrypter le sens profond en fait de la vraie réalité. Il leur parle aussi de ce qui se passe dans l'ici et le maintenant. Dans les traditions védiques, hein, d'où découle l'Ayurveda, mais aussi l'hindouisme, le bouddhisme, etc., la réalité ultime dépasse la réalité ordinaire, à laquelle nous avons accès avec notre conscience égotique. Notre réalité ordinaire, Maya, est une illusion. Et la vacuité est la réalité ultime. La vacuité, c'est quoi? C'est pas le vide néant, c'est l'espace rempli de toute la connaissance. Donc notre conscience ordinaire serait limitée aux identifications. Dans notre chemin terrestre, notre construction psychique, elle se constitue en fait d'enveloppes qui engramment dans nos corps toutes les transmissions de vie, donc l'énergie de vie, mais aussi toutes les croyances, les injonctions, les limitations, les fixations ou les blessures de nos ancêtres, et ce que nous en faisons. On porte en nous les héritages culturels de la terre sur laquelle on s'incarne, des groupes sociaux, religieux éventuellement, ou philosophiques, de l'histoire régionale, nationale. On porte en nous les dimensions transgénérationnelles, des lignées dans lesquelles on s'inscrit, les mémoires collectives de nos ancêtres.
Là, je vous renvoie en fait à des lectures hein, comme Anne Ancelin-Schutzenberger. J'ai dit d'un coup sans l'écorcher. Voilà. Ouais. Mais et on porte aussi tous les éléments qui nous sont propres, hein, de ceux avec quoi nous arrivons dans notre vécu, à la fois des règles de vie en société et d'interdits qui préservent la vie, mais aussi tous nos désirs, nos envies refoulées, tous les mécanismes de défense, de protection, les croyances, les comportements, les mécanismes de déni, les méconnaissances d'émotions interdites qu'on met en place en fait dès notre naissance pour mieux faire face à notre environnement, qui nous permet d'éviter l'angoisse et le déplaisir. En fait, quand on regarde bien, la majeure partie de notre vie psychique, elle est régie par la sphère inconsciente de notre conscience. Jung le dit notamment. Et ces filtres, ils vont constituer autant de cuirasses, une armure, là je vais prendre du coup plutôt d'un terme reichien, qui crée parfois des confusions et déforme notre représentation de nous-mêmes, notre véritable identité et celle de notre monde. Finalement, ces cuirasses finissent parfois par nous insensibiliser, à nous couper de l'énergie de vie qui nous anime. Et un peu l'image qui me venait, que j'ai déjà utilisée, c'est celle en fait des chevaliers en armure qui font plus confiance en fait à leur armure. Donc, ils font plus confiance à ce qui a été mis sur eux ou ce qu'ils se sont construits pour se protéger, à la différence des guerriers sans armure, en fait, qui vont d'abord faire confiance dans la force qui réside dans leur axe et non dans l'autre. Donc, du coup, ils vont pouvoir utiliser la force de l'autre pour la retourner contre l'autre. Ça suppose d'être ancré à son axe, de s'enraciner. La seule façon de s'élever, c'est de s'incarner, de s'ancrer, de s'enraciner dans sa terre. Notre moi, il vit finalement à travers des identifications à des représentations inconscientes, des répétitions d'histoires qui ne sont pas forcément celles de notre être profond. Mais l'âme va faire le lien en fait entre les deux dimensions, c'est celle qui a le langage à la fois du moi-corps et en même temps de tout le langage en fait de l'inconscient. C'est Lacan qui disait hein, qu'il n'y a de sujet que du sujet de l'inconscient, et du coup avec tout ce langage symbolique structuré comme un langage, pas forcément verbal d'ailleurs, il n'a jamais dit ça, mais par contre qui va nous donner des informations. Et notre moi, notre ego conditionné va se croire souvent séparé, clivé, coupé en fait. Et non guéri, il va être en disharmonie avec notre nature profonde. En Ayurveda, on dit que souvent en fait les symptômes qu'on va porter en fait dans notre corps physique sont d'abord des méconnaissances de soi et du monde et une disharmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, et effectivement qui vont entraîner des dysfonctionnements dans notre façon d'être avec nous-mêmes, de nous nourrir, de prendre soin de nous, de prendre soin de ce corps pour que l'âme puisse venir s'y installer. Et finalement, en fait, ça va enfermer et triquer ce corps spirituel, ça va empêcher cette lumière de circuler, voilà, de faire le chemin en fait pour que la conscience puisse faire son œuvre en nous. Notre conscience semble donc limiter notre conscience ordinaire. Voilà. Pour redire et paraphraser ce que je viens de dire, là, les cuirasses psychiques vont l'enfermer souvent dans des illusions et des conditionnements hérités des passés qui nous voilent l'accès à une représentation plus subtile de nous-mêmes, du monde et de notre plein potentiel de vie. Finalement, notre conscience, notre inné va être camouflée par tous ces filtres en fait, hein, qui nous amènent à être parfois en résistance, en lutte. Alors, comment on fait du coup dans l'autre sens, ce chemin d'ascension pour retrouver en fait notre conscience? On voit bien qu'il y a des pratiques qui nous y aident, mais pour moi en fait le moi, l'ego, n'a pas besoin d'être détruit. Il ne s'agit pas de détruire, rien du tout en fait. Plutôt de le reconnaître et puis de le raboter. Un peu comme un menuisier ferait le travail en fait pour aller faire sortir la véritable nature, en fait, l'essence profonde de ce qui est raboté, l'essence du bois. En fait, quand on rabote, on enlève les écorces pour retrouver quelque chose de ce qui est lumineux à l'intérieur. Il a besoin d'être transformé, il a besoin d'être harmonisé pour que se révèle la véritable nature de notre être. Il ne s'agit pas de se décoller en fait pour partir dans les hautes sphères, il s'agit bien en fait de rentrer dans ce que nous sommes, de le vivre pleinement, de l'harmoniser pour pouvoir en fait s'élever. Tant que nous sommes identifiés à nos conditionnements inconscients, finalement, on est piloté par ces mécanismes-là qui pilotent nos perceptions, notre rapport au monde.
quand on sort, ce moi sort en fait de ces identifications fantasmatiques, hein, des enfermements, on va accéder à d'autres champs d'information, on l'a vu tout à l'heure, la conscience se révèle. Il s'agit bien finalement de mourir aux illusions du petit moi et non pas de tuer le petit moi, afin de s'élever vers un autre plan, de devenir soi. Voilà. Et il y a une seule façon de le faire, c'est retourne-toi. Pas là, là. Là, retourne-toi, le retournement intérieur, qui nous conduit du coup à traverser les couches de notre inconscient et à rendre conscient notre inconscient pour dévoiler qui nous sommes. Ça suppose de se mettre en présence, on l'a vu hein, dans les pratiques qui ont été proposées, et Cécile tout à l'heure quand elle nous a guidés, en fait c'est se mettre en présence avec tout ce qui est là, à la fois ce que notre enveloppe en fait touche, ce qui est autour de nous, et en même temps tout ce qui peu à peu en fait est à l'intérieur, et de dégager l'espace tout en étant dans une forme de métaposition où je suis à la fois consciente de l'extérieur, de ce qui me touche et de l'intérieur, et je peux être là en observateur et voir en fait, entendre, sentir. Du coup, on va utiliser notre corps, ce qui va permettre d'authentifier notre expérience. On en a besoin. Voilà. Ça suppose de se mettre en présence, d'entrer dans sa matière, son corps, de le ressentir vibrer et de le sentir nous parler. Il est notre boussole, notre messager, notre véhicule. Et on voit bien que ce véhicule, il a plusieurs sphères, plusieurs dimensions qui peuvent nous amener vers quelque chose de plus grand. C'est reconnaître ce qui nous anime, ce qui nous met en vie, ce qui nous blesse aussi, pour sortir de la guerre intérieure qu'on projette souvent sur le monde, hein, les autres, la nature. On voit bien en fait aujourd'hui dans quelle situation nous nous trouvons et les enjeux face auxquels nous sommes. Hein. On est à la croisée des chemins aujourd'hui. C'est élargir sa conscience pour parvenir à la totalité de soi, sans recréer une nouvelle autorité dogmatique en fait intérieure. Je suis encore en chemin. Hein. Voilà. Mais finalement, quand on fait ce travail de se désidentifier de nos conditionnements, de nos fantasmes, on se met en présence, on devient la présence conscience qui sait et qui transforme. On change ainsi nos fréquences vibratoires, on élève notre mental vers une autre dimension, on met notre tête au service de notre cœur, vers son degré supérieur qui est relié à l'âme et à l'esprit, et vers des plans de vibration beaucoup plus lumineux et guérisseurs. Notre médecin intérieur, c'est celui à quel je m'adresse quand je reçois des personnes en consultation, peut agir et non sort du coup de l'aveuglement. Dans l'hindouisme, on dit que devenir soi, Atman, suppose de se désidentifier de toutes nos croyances, nos blessures, nos héritages dépassés, de se libérer du connu. Ça, c'est Krishnamurti qui le dit notamment, qui a écrit un bouquin là-dessus, qui est un penseur et philosophe indien. Atman, c'est l'étincelle divine qui est en tout point identique au principe fondamental de créateur de toute vie, qu'on appelle Brahman dans la culture hindoue. On est une étincelle de vie, de la lumière, rien que ça. Dans la Kabbale, en fait, hébraïque, on va retrouver aussi cette dimension-là. Pour devenir un être humain, nous sommes toujours en devenir, nous ne sommes pas encore, voilà, nous sommes des êtres en devenir le plus aboutis, mais qui ne savons pas encore pourquoi on est là. Et incarner la conscience, on doit passer par 3 matrices. La matrice de l'eau dans le ventre, la matrice du feu au niveau de la poitrine et la matrice du crâne qui reste encore mystérieuse, en fait, qui est le passage vers la présence. On ne meurt pas, hein, les alchimistes le disent, on trépasse. On passe 3 fois. 3 passages initiatiques. Voilà. Et ces étapes, finalement, elles nous décrivent les étapes de notre chemin d'incarnation. Incarner, ça veut dire rentrer dans la chair, d'entrer dans notre terre, notre humus. Humain, humanité, humus, c'est les mêmes racines. Et notre cœur bat au même rythme en fait que ce cœur de la terre, pour peu qu'on ait envie de s'y relier et d'être sensible à ça. Ça nous invite à rentrer dans notre chair en fait pour sortir des eaux tumultueuses, pour libérer et transformer les énergies qui nous tirent hors de nous-mêmes et qu'on peut rapprocher parfois de nos instincts animaux, hein, la face sombre, mais qui nous disent aussi quelque chose de notre lumière, et dégager finalement de l'espace. On parlait de ça tout à l'heure, en fait, de dégager de l'espace pour s'élever vers l'échelon supérieur, pas en termes en fait de jugement de valeur, mais d'aller vers notre inné, notre vraie nature. Plus on cultive la présence en soi, plus on accède à des niveaux de conscience élevés, à d'autres plans d'information plus subtils.
on subit moins les effets de notre inconscient individuel et collectif et ce qui se joue autour de nous. Finalement, on devient la cause et non plus les effets de ce qui nous anime. On devient vraiment qui nous sommes. Et on devient, comme Guillemant le dit, en fait, conscient que nous sommes conscients. Et on est relié à ce moment-là à une conscience-présence immatérielle qui peut recevoir toutes les informations. Et je terminerai là-dessus, et un poème que j'avais envie de vous partager. On devient créateur de notre histoire, de notre identité. On sort des identités, en fait, construites de toutes pièces par identification fantasmatique. On crée notre réalité, on co-crée notre univers avec la conscience universelle qui fait l'expérience de la conscience à travers nous. Dans ma pratique, je vais travailler moi sur le plan subtil et canaliser des informations et accompagner la personne dans ces processus en fait d'éveil à soi, d'éveil à sa conscience. Et en fait, je vais simplement le nommer de cette façon-là, parce que c'est ce qui est venu notamment dans ces derniers jours-là, quand j'étais en train d'accoucher de tout ce que j'avais envie de dire. C'est le triomphe de la conscience sur les interdits, les poids dépassés, les pulsions destructrices pour être vivant et devenir un véritable être humain. Et j'ai juste envie de vous confier un poème qui a été écrit par Rumi, qui est un philosophe soufi du XIIe ou XIIIe siècle. Le soufisme, c'est une branche de l'islam. Et il dit la chose suivante: tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. Tout ce que tu vois autour de toi, y compris les choses que tu n'aimes guère, y compris les gens que tu méprises ou détestes, est présent en toi à divers degrés. Ne cherche donc pas non plus Shaitan, Satan. Hors de toi, le diable n'est pas une force extraordinaire, extérieure, invisible, qui t'attaque du dehors. C'est une voix ordinaire en toi, ton côté sombre. Si tu parviens à te connaître totalement, si tu peux affronter honnêtement et durement à la fois tes côtés sombres et tes côtés lumineux, tu arriveras à une forme suprême de conscience. Quand une personne se connaît, elle connaît Dieu. Ouais, super.